Bonjour, je m'appelle Saada Belguilaa, maître de conférence habilité à l'Hospice d'Ibn Mellal. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre de la recension des écrits. C'est un cours qui entre dans le cadre du module Méthodologie de recherche, destiné aux étudiants inscrits en deuxième année du cycle de master spécialisé Management et qualité des services de soins à l'Hospice d'Ibn Mellal. La recension des écrits, appelée communément revue de la littérature, est une étape qui vient juste après préciser son sujet de recherche et en énoncer la question de départ. C'est aussi une étape qui consiste à déterminer si la question a déjà été traitée dans les travaux scientifiques publiés. Il s'agit de savoir ce qui a été déjà dit sur le sujet et ce qui reste à découvrir. Donc, la recension des écrits fournit un sommaire des principales sources empiriques et théoriques, autrement dit, il s'agit de la définition ou bien l'identification de la littérature pertinente au sujet étudié pour en faire une lecture critique. Les principaux buts d'une recension des écrits sont les suivants. D'abord, préciser les questions préliminaires. Il s'agit de savoir une idée précise de l'état actuel de connaissance sur le sujet d'étude. Situer sa recherche et ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire mieux préciser sa question de départ et faire le point sur le problème à l'étude. Cela va aider à donner la crédibilité à la recherche. La recension des écrits permet de définir le cadre de référence en facilitant la connaissance des concepts en jeu, les relations qui les unissent et les méthodes utilisées pour les étudier. Concernant l'étendue de la recension des écrits et sa durée, elle dépend essentiellement de l'expérience du chercheur ou de la chercheuse, de la complexité du projet, ainsi que les ressources disponibles, notamment les sources d'information, le temps, etc. Et elle dépend aussi du sujet étudié lui-même. On va faire une petite distinction entre ce qu'on appelle information empirique et information théorique. Alors, la première est le type d'information le plus important à inclure dans une recension. Il s'agit des travaux qui sont publiés dans les revues scientifiques, les rapports méthodologiques, les mémoires et aussi les thèses, etc. Quant à la deuxième source d'information, c'est l'information théorique. Elle comprend les concepts, les modèles, les théories et les cadres conceptuels. Il s'agit des travaux qui sont publiés principalement dans les livres et aussi dans les périodiques. Alors, concernant les sources bibliographiques, elles peuvent être classées selon 3 ordres. En sources primaires, ou également appelées sources de première main, elles sont des sources originales provenant directement de l'auteur, telles que des mémoires, des thèses, les monographies et les articles. Tandis que les sources secondaires sont rédigées par une autre personne que l'auteur lui-même. Il s'agit de documents analytiques qui interprètent les sources primaires. En effet, ce type de documents fournissent parfois des renseignements erronés. C'est pour cela qu'il ne faut pas les considérer comme des substituants aux sources primaires. Et troisième source bibliographique, ce sont les sources tertiaires, telles que les ouvrages spécialisés
qui recouvre des connaissances en rapport avec les autres auteurs, avec les travaux tels que les encyclopédies et les dictionnaires. Passons au processus de la recherche documentaire. Pour faire une recherche documentaire, il est nécessaire de suivre une série d'étapes. D'abord, définir la stratégie de recherche en élaborant un plan de concept. Donc, le chercheur doit définir les concepts pertinents au sujet de la recherche. Puis, choisir des mots-clés pour chaque concept et établir des relations entre ces mots-clés ou ces concepts à l'aide d'opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Ensuite, choisir les sources appropriées. Donc ici, le chercheur doit consulter les différentes sources et outils de repérage et choisir ceux qui vont l'aider à avancer dans son sujet de recherche. Ensuite, lire, résumer et critiquer les références. Vous devez ici être capable de comprendre l'information, puis analyser et synthétiser l'information. Ici, analyser, c'est la commenter et l'interpréter, alors que synthétiser la publication, c'est tout simplement relever les idées importantes et significatives au regard du sujet d'étude. On commence tout d'abord par l'identification et le choix des mots-clés. Ça peut sembler parfois compliqué s'il s'agit d'un sujet un petit peu étudié. C'est le cas d'un sujet innovant ou émergent. On va se rendre compte qu'il n'y a pas de grand-chose publié sur la thématique. Dans ce cas-là, on doit élargir notre recherche. On a peut-être des mots-clés un peu plus larges, un peu plus nombreux. Dans le cas inverse, lorsqu'il s'agit d'un sujet de recherche où il y a pas mal de littérature, on peut parfois risquer de se perdre et de se retrouver avec plusieurs articles. Donc ici, on doit raffiner nos mots-clés pour focuser sur notre thématique et sortir les articles les plus pertinents. On va prendre un exemple. Pendant la période de Covid-19, il y avait des consultations à distance, ce qu'on appelle la télémédecine, pour avoir un accès à des professionnels de santé. Dans le cadre d'un projet de recherche, j'aimerais bien évaluer la perception des personnes âgées de ce type de modalité qui est la télémédecine. Donc, en faisant une recherche de 5 minutes sur Google, j'ai fait sortir quelques synonymes. Télésanté, e-health, téléhealth, télémédecine, m-health, digital health. Donc, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Donc, pour les personnes âgées, c'est la même chose. Elderly, elder, older person, senior, aged person. Et perception, nous avons attitudes, perspective, point of view, position, mindset, etc. Donc, ça peut être un peu l'enfer de mélanger tous ces mots-clés pour réussir à ne pas oublier d'articles sur le sujet. Donc, il y a des manières pour éviter ce problème. En prenant en compte tous les synonymes qui peuvent exister pour un concept. Cela, ça va aider bien sûr à économiser le temps et aussi l'énergie. Par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle l'IMESH. Medical Subject Headings. Donc, on va taper ici dans le site, sur Google, on va taper MESH. Donc, MESH, c'est un descripteur qui inclut tous les synonymes possibles pour un concept. Il est très utilisé dans le domaine de la médecine et de la santé. Donc ici, dans mon exemple, est-ce qu'il existe un MESH pour désigner les personnes âgées? Donc ici, je vais taper aged. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner.
Donc ici, je vais cliquer sur aged. Donc ici, j'ai une définition. Donc aged désigne toutes les personnes âgées entre 65 et plus. Pour les personnes plus âgées, au-dessus de 79, on voit qu'on a une autre mèche. Ici, il est available. Donc, je vais descendre. Je vais trouver ici une arborescence. Donc, à l'intérieur du mèche adulte, on voit un autre mèche aged. Et à l'intérieur d'aged, il y a les personnes âgées de 80 plus et les personnes, bien sûr, âgées qui sont vulnérables. Donc, si j'utilise le mèche aged au lieu des autres mots-clés notés dans le tableau précédent, ça va inclure tous les termes dans PubMed qui réfèrent aux personnes âgées. Donc, c'est un vrai gain de temps et aussi c'est très pratique. Passons à un deuxième exemple. Toujours dans le cadre du choix et l'identification des mots-clés. Donc, un sujet de recherche s'exprime généralement avec une phrase. Par exemple, je ferai mon travail sur le sport et les relations internationales. Par contre, pour faire la recherche dans les outils de recherche, nous voulons éviter ce format de phrase. Plutôt se concentrer sur les aspects des clés et retirer les mots-clés superflus. Dans cet exemple, nous pourrons identifier sport et relations internationales. Comme étant les concepts clés, il est possible qu'il existe d'autres façons d'exprimer ces concepts avec d'autres mots. Nous pouvons utiliser un outil comme ce qu'on appelle le plan de concept pour nous aider à réfléchir à des mots. Nous commençons d'abord par les deux concepts identifiés, à savoir relations internationales et sport. Nous éliminons tout d'abord les accents. Nous pouvons d'abord réfléchir à comment exprimer ces concepts en anglais, car la langue anglaise est vraiment très dominante dans le domaine de la recherche et aussi dans le domaine des publications scientifiques. Dans notre plan de concept, nous pouvons donc ajouter International Relations et Sport. Ensuite, nous pouvons penser à des synonymes ou à d'autres mots qui expriment le même concept pour les relations internationales. Ou plus souvent, on peut utiliser ce qu'on appelle diplomatie ou bien diplomatie en anglais. Donc, le but ici, c'est pas de trouver tous les synonymes qui existent pour notre mot ou pour notre concept. Il s'agit plutôt de trouver des termes qui sont susceptibles d'être utilisés par différents auteurs pour exprimer notre sujet. Maintenant que nous avons une liste des mots-clés dans notre plan de concept, nous voulons réfléchir aux opérateurs booléens qui nous permettent de faire les liens entre ces mots. Il est important de bien lier les mots pour que l'outil de recherche comprenne bien notre besoin. Le premier opérateur essentiel est le et ou and en anglais. Il permet d'additionner des concepts. Le diagramme ici montre l'effet de cet opérateur sur une recherche. Si on cherche chien et chat, l'outil de recherche nous donnera seulement les documents qui parlent de chien et de chat en même temps. Le deuxième opérateur incontournable, c'est le ou are, qui permet d'ajouter des synonymes ou traductions. Le schéma ici montre que la recherche chien ou chat donnera des résultats qui parlent de chien, qui parlent de chat ou qui parlent des deux à la fois. Si les opérateurs et ou sont des éléments incontournables dans une recherche, il existe aussi d'autres opérateurs qui permettent d'améliorer une recherche ou de la rendre
aussitôt plus efficace. Le premier opérateur est la truncature, qu'on l'exprime avec le symbole d'astérisque. Donc la truncature sert de joker à la fin d'un mot pour que l'outil de recherche complète le mot par toutes les manières possibles pour nous. Par exemple, pour le mot Canada, nous pourrions utiliser la truncature après le D pour que non seulement le moteur de recherche trouve Canada, mais également canadien, canadienne, au pluriel, au singulier, ainsi que toutes les autres déclinaisons de ce mot. Le deuxième opérateur utile pour préciser une recherche est l'expression exacte. Nous utilisons alors les guillemets en anglais pour entourer une expression que nous voulons que le moteur de recherche cherche tel qu'il est. Par exemple, nous ne voulons pas les documents qui parlent seulement de changement ou seulement de climatique, mais bien les documents qui parlent de changement climatique lorsque ces deux mots apparaissent ensemble. Nous pouvons donc entourer cette expression de deux guillemets. Vous voyez ici, nous avons notre tableau dans lequel nous avons notre plan de concept avec les différents opérateurs. Donc maintenant, on va faire une démonstration dans le site de la bibliothèque de l'université. Donc dans le bordereau de recherche avancée, nous allons utiliser deux barres de recherche pour indiquer chaque concept à part. Donc le premier concept, c'est le sport. Nous insérons dans la deuxième ligne les mots de la deuxième concept, à savoir relations internationales. Nous avons aussi international relation. On tire du guillemets. Nous avons l'opérateur or. Et nous avons bien sûr diplomatie. D'accord. Donc, comme vous voyez ici, nous avons et est inséré directement dans la barre avec les mots-clés. Puis, on va cliquer sur recherche. Comme vous voyez ici, nous pouvons voir les résultats pour d'abord identifier les résultats pertinents à notre thématique de recherche. Ensuite, voir si d'autres mots qui apparaissent pouvant être ajoutés à notre plan de concept pour bien évidemment affiner et améliorer davantage notre recherche. Après avoir identifié vos mots-clés, vous allez passer à l'étape de la collecte, qui se base essentiellement sur l'utilisation des moteurs et des bases de données scientifiques. Ici, comme vous voyez ici, c'est Wikipédia qui référencie la liste de bases et de moteurs de recherche académiques. Donc, vous allez accéder à beaucoup de moteurs de recherche et de bases de données qui peuvent vous intéresser. Je vous invite fortement à aller les consulter. Donc, comme vous voyez ici, ces moteurs de recherche et des bases de recherche sont classés selon le nom, la discipline ou bien le domaine, la description, l'accès, est-ce qu'ils ont un accès gratuit ou bien payant, et aussi les fournisseurs. Vous pouvez trouver l'URL de tous les moteurs et les bases de données scientifiques qu'on va aller voir dans ce cours. Vous allez les trouver dans la barre de description. Donc, il y a des milliers de moteurs et des bases de données, mais bien évidemment, il faudra faire un tri d'utilisation pour les utiliser. Quand vous êtes adhéré à une université, vous avez accès à ce qu'on appelle un UNT, c'est-à-dire un espace numérique de travail. Depuis cet UNT, vous avez accès à différentes ressources documentaires pour lesquelles les universités payent un abonnement. Donc, vous avez accès depuis votre compte d'université à un certain nombre de ressources, c'est-à-dire un certain nombre de bases de données scientifiques. Il existe deux référenceurs de la publication scientifique dans le monde, à savoir Scopus, qui appartient à Elsevier, et Web of Science, qui appartient
à Clarivate Analytics. Donc, on doit ici différencier entre les moteurs de recherche scientifiques et les bases de données scientifiques. Donc, les moteurs de recherche scientifiques sont des outils qui vont vous faciliter l'accès, d'accord, qui vont vous faciliter la recherche, mais ils ne garantissent pas la fiabilité des données. Tandis que les bases de données telles que Scopus ou bien Web of Science, ils ont bien sûr ce qu'on appelle un comité de pilotage ou bien un comité de gestion de ces bases de données. Exemple, Scopus est géré par un éditeur, comme nous l'avons déjà vu, c'est Elsevier, qui gère tout le fonds documentaire qui va produire la production scientifique, tels que des journaux, des bouquins, des rapports, etc. Donc, les bases scientifiques, elles vont garantir la fiabilité des données scientifiques. Ce sont des bases qui vont être gérées par des éditeurs. Donc, cette gestion, ça se fait à travers le respect d'un certain nombre de critères, soi-disant des critères en matière de la forme ou encore le fond. Donc ici, on reviendra à ce qu'on appelle l'indexation. D'accord? Donc, ce terme, on va le voir dans un chapitre dédié à ça. Donc, l'indexation, pour qu'un journal réside dans une base de données, il doit obéir à un certain nombre de critères exigés par la base de données scientifiques. Parmi les moteurs de recherche, il existe un moteur appelé Google Scholar. Il s'agit d'un service de Google, un service de recherche académique. Il contient énormément de données. Donc ici, le problème avec ce moteur de recherche, on ne connaît pas l'algorithme de son référencement. Donc dans Google Scholar, vous pouvez trouver le tout, des articles bien faits, d'autres non. Donc Google Scholar, en tout cas, va vous ramener tout ce qui fait référence à vos mots-clés. Mais sa tâche, ça va arrêter ici, sans s'assurer de la fiabilité des données. Vous avez aussi Kaizen Info. Cette fois-ci, c'est une base de données pour les sciences humaines et sociales. Donc, dans la version gratuite, il y a un accès uniquement au résumé. Et il ne donne pas un accès aux articles intégraux, malheureusement. Donc, ce moteur nécessite un abonnement, soit un abonnement universitaire ou encore individuel. Vous avez également, toujours dans le domaine des sciences humaines et sociales, un moteur de recherche appelé Isidore. Ici, c'est un moteur de recherche entièrement gratuit. Vous avez également un autre moteur de recherche appelé Sudoc. Donc, Sudoc, c'est le catalogue du système universitaire de documentation. C'est un catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il comprend un grand nombre de notices bibliographiques qui dérivent de tout type de documents, soi-disant des livres, des thèses, des revues, des ressources électroniques, des documents audiovisuels, des microformes, des cartes, des manuscrits, des livres, etc. Ensuite, vous avez aussi WordCat. Donc, WordCat, c'est un moteur de recherche qui référencie tous les ouvrages américains ou anglophones. D'accord? C'est-à-dire se dérive de la langue anglaise. Vous connaissez peut-être ce moteur de recherche. Donc, c'est un moteur de recherche qui référencie les thèses en francophonie. Il vous permet de savoir quelles sont les thèses soit en cours ou les thèses déjà soutenues.
qui relève de votre thématique, bien évidemment, votre thématique de recherche. Donc, l'équivalent marocain, c'est ce qu'on appelle Tchoubqal, ou encore en arabe Otrouhati. Nous avons également le portail de revues scientifiques marocain, donc ici la version marocaine, qui permet de rechercher à l'intérieur des revues scientifiques marocaines. Ça peut être un élément très intéressant de recherche. On ne va pas traiter, bien sûr, tous les moteurs de recherche et les bases de données, sachant qu'il y en a beaucoup. Donc, concernant les bases de données, on va commencer par Cochrane. Cochrane Librairie, c'est une bibliothèque qui comprend plusieurs bases de données spécialisées en médecine et en santé. Cette revue évalue les effets des interventions en santé, tout ce qui est en relation avec la prévention, diagnostic, thérapeutique et la rééducation, et aussi les axes d'amélioration de la méthodologie des études. Nous avons également Science Direct. Donc, Science Direct, c'est une base de données gérée par l'éditeur Elsevier. Donc, c'est une base de données scientifique et académique anglophone. Elle est open access. Elle propose des articles et des chapitres de monographie. Et il est axé sur 4 grands domaines, notamment Physical Science and Engineering, Life Sciences, Health Sciences et Social Sciences and Humanities. Nous avons également Sage Journals. C'est une base de données, toujours open access, qui propose également une grande variété de collections de revues des disciplines des sciences de la santé. Donc, je vous invite fortement à aller les voir et aller les consulter. Nous avons également DOIJ, c'est Directory of Open Access Journals. C'est une base de données accessible gratuitement. Open Access, elle donne accès aux périodiques scientifiques qui couvrent plusieurs disciplines et langues. Nous avons également PubMed, qui est très connue. C'est la version gratuite de Medline, National Library of Medicine. Donc, c'est une base bibliographique qui traite des thématiques en relation avec les sciences biomédicales. Donc, quand on est sur PubMed, on a la possibilité d'utiliser les opérateurs booléens pour faire une recherche, notamment AND, OR et NOT. Donc, exemple, je vais aller sur PubMed et je vais faire une recherche sur le cancer du col de l'utérus. Je vais taper ici cervical cancer, c'est-à-dire sa traduction en anglais. Et je vais cliquer sur rechercher. Donc, comme vous voyez ici, j'ai presque 133, à peu près 134 000 résultats. Donc, c'est pas étonnant, c'est gigantesque. Donc, ici, je vais rajouter AND en majuscule avec un espace avant et après, HPV. Et je vais cliquer sur Search. Donc, on a presque 27 000 résultats. Mais ici, je vais exclure une catégorie. Donc, ici, je vais exclure les femmes VIH positifs, c'est-à-dire HIV. Donc, je vais mettre note. HIV. OK. Positive. Woman. C'est-à-dire ici, je veux des études qui concernent le cancer du col de l'utérus et l'infection HPV, mais indépendamment du statut VIH. C'est-à-dire ici, je ne vais pas les études qui parlent des femmes qui sont déjà infectées par le VIH. Donc, je vais faire Search. Donc, elle m'a donné 27 000. Donc, c'est utile
pour exclure quelque chose qu'on ne veut pas et quelque chose qu'on doute qu'avec des mots-clés, ça va le faire. Donc, il y a aussi d'autres filtres. C'est-à-dire, il y a d'autres petits trucs, d'autres petites astuces qui existent pour PubMed qui vont filtrer un petit peu voilà, les articles. Donc ici, quand vous voyez ici, donc je peux sélectionner les articles par leur date de publication, par soit leur abstract ou bien le texte en intégral. Je peux également les sélectionner selon le type de l'étude. Est-ce qu'il s'agit d'un book, des clinical trials, des meta-analyses, des reviews ou systematic review. Comme aussi, je peux ajouter d'autres filtres qui existent ici, additional filters, à savoir la langue de publication, l'anglais ou bien l'espagnol, avec voilà, les espèces, est-ce qu'il s'agit du sexe mâle ou femelle, l'âge, etc., etc. Donc tout ça, bien sûr, ça va davantage raffiner votre étude. Alors maintenant, je vais vous faire découvrir des outils de services en ligne d'intelligence artificielle, principalement faits pour les chercheurs, pour leur permettre de bien réaliser une revue de la littérature. En commençant par le premier outil, c'est CSpace. Donc, c'est un outil d'intelligence artificielle. Il est plus performant que ChatGPT. Donc, comme vous voyez ici, ça, c'est l'interface. Donc, il existe plusieurs fonctionnalités de cet outil, comme vous voyez ici, notamment Literature Review. Donc, Literature Review, il s'agit de rechercher ici la littérature dans les bases de données. Vous pouvez taper ici vos mots-clés, en anglais principalement. Vous pouvez également trouver d'autres fonctionnalités comme chat avec PDF, ce qu'on appelle Copilot. Vous avez ici écrire avec l'intelligence artificielle, Write Research Paper with Confidence, Find Topics, le paraphrasing. Et nous avons également Extract Data from Research Paper. C'est-à-dire ici, vous devez bien sûr insérer dans cette barre-là plusieurs PDF et poser des questions sur les PDF. C'est comme un petit peu ChatGPT+. Où on peut demander à ChatGPT de croiser des données issues de plusieurs PDF pour trouver des informations agrégées de PDF. Donc, la différence ici, c'est que CSpace, c'est un outil gratuit, tandis que la version ChatGPT+, c'est une version payante. Donc, vous pouvez s'amuser, bien sûr, à tester toutes ces fonctionnalités pour, bien sûr, pour faire votre recherche. Ensuite, nous avons Elicit. Donc, Elicit, il ressemble un petit peu à Google Scholar, mais c'est un outil qui est basé sur l'IA. Donc, il permet de faire rapidement un résumé de l'article. Vous pouvez également filtrer votre article par PDF, par résultat, par nombre de participants dans la recherche, etc. Donc, c'est un outil qui est vraiment puissant, qui va vous aider dans votre recherche. Donc, je vous invite bien sûr à le tester. Il existe aussi d'autres outils d'intelligence artificielle qui sont similaires à celui précédent, qui sont gratuits, à savoir Semantic Scholar, Dimensions et Synapse. Donc, vous aurez les URL dans la base d'infos en bas pour accéder à toutes les bases de données présentées dans cette vidéo. Donc, je vous invite à aller tester ces 3 moteurs de recherche qui sont plus épurés que Google Scholar, je trouve. Donc, vous allez taper vos recherches là-dedans et vous aurez bien évidemment des résultats.
Il existe aussi d'autres outils d'intelligence artificielle qui sont plus puissants et plus performants, à savoir Connected Paper. Donc, comme vous voyez ici, on va aller dans le site. On va taper Connected Paper. Donc, l'interface de la page ressemble à ça. Donc, dans cette barre ici, vous pouvez bien sûr taper l'information à rechercher. Vous pouvez rechercher un article, soit par les mots-clés, soit par un titre, soit par le DOI, c'est-à-dire le numéro d'identification unique, soit par l'URL. Donc, cet outil, il va vous permettre de faire une présentation graphique des études en lien avec votre thématique de recherche. C'est-à-dire, il s'agit d'une démonstration visuelle, c'est une exposition des données. D'accord? C'est-à-dire que les résultats vont être présentés sous forme de graphique. Donc, on va faire un test ici. Je mets dans cette barre, par exemple, Climate Change. Puis, je tape sur Build a Graph. Donc, comme vous voyez ici, ceci télécharge le document de Semantic Scholar ou encore de Google Scholar. Je vais descendre un petit peu pour rechercher quel article qui se rapproche de ma thématique de recherche et je suppose que c'est celui-là. Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc, comme vous voyez ici, la page est convertie en graphique qui représente tous les articles qui se rapprochent de la recherche que j'ai choisi. Ici, je peux accéder à ce qu'on appelle Prior Works, c'est-à-dire les travaux antérieurs, en lien avec le sujet de ma question. Donc ici, comme vous voyez, depuis 2006 jusqu'à 2010. Je veux des dérivés de ce sujet. Je vais cliquer sur Derivative Words. Et comme vous voyez ici, on aura le titre des articles, les auteurs, l'année de publication, le nombre de citations et Graph of References. Comme vous voyez ici, depuis 2013 jusqu'à bien sûr 2021. Maintenant, de tout ça, je vais faire un tableau. Donc, je vais cliquer sur List View. Donc, comme vous voyez ici, nous avons tous les articles qui sont en lien avec votre thématique, qui sont classés selon leur titre, les auteurs, l'année de publication, le nombre de citations, combien a été référencié et la similitude. Je vais maintenant télécharger ce tableau. Je vais cliquer sur Download. Et après, elle va me donner un fichier qui n'est pas ce format PDF que je dois le convertir. Donc, pour le convertir, je vais à un autre site et taper Convert. C'est-à-dire elle va me télécharger un document dont l'extension est BIP. Donc, je vais convertir ici BIP to PDF. Et je peux bien sûr le télécharger sous format de PDF. Donc, ici, l'article ici, le document que je vais obtenir, ça va englober toutes les informations
sur la thématique de ma recherche. C'est-à-dire c'est une sorte de rapport qui va regrouper tous les travaux de recherche sur mon sujet. Ensuite, nous avons un autre moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle, c'est ResearchRabbit. Donc, je vous invite tous à aller voir tous ces moteurs de recherche et les tester afin, bien sûr, de faire votre revue de la littérature. Une fois on a fait tout, on doit identifier les articles pertinents. Donc, une fois on a fait la recherche avec les moteurs et les bases de données, on peut se retrouver avec 200, 400 articles. C'est sûr, vous n'allez pas les lire tous. Il va falloir les raffiner. Donc, comment on doit les raffiner ou bien les filtrer? Toujours, on fait le tri par titre, résumé et texte. Vous allez éplucher les titres et les résumés. Une fois que vous avez lu les résumés, vous allez au moins être capable de faire le tri entre ce qui est pertinent, que je garde, et ce que j'ai pas besoin de garder. Ça veut dire un truc qui est loin de mon sujet, je dois l'exclure, ou un truc qui passe un petit peu à côté de travail de recherche, donc je dois l'éliminer. Donc, ça va réduire un petit peu votre chiffre. Après, vous allez lire le texte intégral des articles. Donc ici, il faut chercher les informations dont on aura besoin dans notre travail de recherche. Il faut garder essentiellement une trace de cela grâce à ce qu'on appelle un diagramme de flux ou bien flowchart et aussi des fiches de lecture. Donc généralement, la rédaction de la recension suit un plan structuré. Elle débute par une introduction qui expose le but de l'étude et les thèmes mis en commun par les écrits consultés. Ensuite, un développement qui représente les informations sous forme d'un résumé critique des textes choisis qui sont intégrés selon les thèmes traités. Et enfin, une conclusion qui va résumer le contenu et qui va mettre en relief les lacunes de ces études en confrontant les idées proposées par les différents auteurs. Toujours ici, il faut adopter un style, le style scientifique, qui requiert une importance particulière dans la rédaction scientifique. Ce style se caractérise premièrement par la clarité d'expression, par la précision des termes ou bien les mots-clés, par la formulation concise des phrases et aussi par l'utilisation d'un ton impersonnel. Exemple, vous pouvez mettre les auteurs d'un certain nombre d'études ont constaté que, ou bien il semble bien y avoir de solides résultats selon lesquels, etc. L'analyse envisagée dans la recension s'articule autour de la critique de contenu des publications scientifiques et aussi la comparaison entre les études exploitées. Donc, l'analyse concerne les diverses dimensions de la recherche, à savoir l'aspect conceptuel, la méthodologie, l'éthique et aussi les aspects empiriques. Donc, tout ça, ça va mettre en lumière les aspects importants de ces écrits par rapport aux problèmes à étudier et elle va également identifier les principales lacunes dans les connaissances fournies par les études.